Alors bienvenue à la CERMA, on va vous présenter le spectacle des ateliers contes de la CERMA, les deux ateliers, initiation à l'art de raconter et perfectionnement. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la CERMA, juste 2-3 mots. C'est une association qui vient en aide aux personnes qui souffrent de maladies addictives. Comment? Par le biais d'ateliers. Il y a plein d'ateliers créatifs, culturels. Il y a un atelier modelage, 2 ateliers modelage, il y a du chant, il y a du théâtre, il y a de la photo, de la peinture, expression corporelle, guitare. Il y a même un atelier navigation et puis informatique aussi. Donc il y a vraiment plein d'activités. Elle est ouverte aussi à tous, au quartier, à la cité, à tout un chacun. La CERMA à 30 ans, c'est une association qui dure. Mais maintenant, donc, place au spectacle. Donc des contes de loups, de phoques et d'autres histoires loufoques. J'ai trouvé un manuscrit, une sorte de lettre écrite à la plume par une dénommée Maria pour son bien-aimé Marco. Et c'est une histoire que j'ai gardée assez longtemps dans une armoire, je l'ai oubliée, et puis j'ai envie de vous la révéler 35 ans après. À Marco, le 20 janvier 1984. L'histoire, il faut croire pour la voir. Vous qui êtes passé, présent, des paniers de grelots et des mocassins de grande route, vers la voie rapide où sont peintes les demeures intermédiaires, les véhicules contenant des billets doux et quelques paroles amères qui ne sont pas la mer à boire. À Cannes, un être a pris sa canne kaléidoscope et son filet de funambule en état d'incertitude, tout occupé à pêcher par excès d'amour. 1001 petits poissons se sont présentés. Va-t-il les rejeter tous à la mer d'où ils viennent, avec courage, et n'en garder que le 1000e très gros poisson qui lui dit avec des bulles: je suis ce que tu cherches. Je sais qui tu es, où tu vas, d'où tu viens. C'est écrit, je vous le dis, ce sera la joie éternelle. Va-t-il voir que ce qui l'attend derrière la porte entrouverte n'est que paix, lumière, force, beauté, simplicité, plénitude, rayonnement? Oh, vie intense. Mais les 1000 petits poissons, encore chétifs,
brillent tant dans le temps, qu'il voudrait tant finir avec eux, en finir d'avoir commencé. Et ils font des vaguelettes autour d'un terrain vague qui se prend pour une lame de fond. Terrain vague où pourtant a été plantée la graine du sublime amour. Car une enfant jouait là, sur un tas de cailloux. On l'appelait l'enfant à la marelle. Planter la graine d'un monument d'amour, soleil, condensé. Mais le poisson dit, avec des bulles, mais cet arbre de vie t'est dédié, mon ami, au peintre du mur apprivoisé. Ce que tu es, passé, présent, et lorsque tu m'appelleras par mon nom, seulement magique, je viendrai. Je viendrai accompagnée d'une ondine dont l'eau est ascendante comme du feu. Enfin, les bons contes font les bons amis, amis de l'âme. Si tu croises à mon conte, tu seras bien, par tous les temps. Froidir ses voilures, Alaska, Sahara, émerveillé tu seras. Où le sable et la glace se comprennent. Ce que la femme clé, ouvrière butineuse, sait, porte, ce dont tu es pétri. Noblesse et défense sublime, d'un admirable coup de crayon envers et contre tous les charlatans, du dedans et du dehors. Aux dernières nouvelles, on raconte que c'est étrange, les 1000 petits poissons ont chacun grandi et ont été rendus à leur mère, la mer. Et 1000 poissons, 1000 pêcheurs, pardon, ont chacun pêché un très gros poisson plein de joie éternelle. Tout cela parce que le pêcheur au kaléidoscope a osé, su et voulu parler d'amour à toutes les créatures du ciel et de la terre. Histoire apparemment peu claire, foisonnante et apparemment peu claire, mais ébauchant quelque chose extrêmement intense, dont la douceur ne se calculera jamais. Maria. Un homme se promène dans la forêt. Il voit au sommet d'un chêne un loup pendu. « Ô l'homme, dit le loup, par pitié, au nom du Seigneur, défends-moi. Je suis monté au sommet du chêne pour attraper un nid de pie, et je me suis coincé la patte dans une branche pendue. L'homme, si tu ne me livres pas, je suis perdu. Dis donc, loup, je te défendrai bien, mais tel que je te connais, dès que je t'aurai défendu, tu voudras me dévorer. Non, l'homme, t'inquiète pas, je ne te ferai pas de mal, ni à toi, ni à ta famille, ni à tes animaux. L'homme défendit donc le loup. Mais dès que le loup est à terre, il regarde l'homme d'un œil de travers. Ouh, puis dit le loup. Maintenant que je suis libéré, j'ai bien envie de te dévorer. Oh, non, dit l'homme.
Tu as promis juré. Oui, mais là, j'ai peur de mourir de faim. On a raison de dire, loup, que de bien faire, le mal arrive. Dis donc, loup, nous allons discuter de notre affaire avec cette chienne là-bas qui arrive. Tu es d'accord? Oui, l'homme, entièrement d'accord. Oh, chienne! Je me promène dans la forêt, je vois un loup pendu, je le dépends, et dès qu'il est dépendu, il veut me dévorer. Cela est-il juste? Ah, dit la chienne, je ne suis point là pour juger. J'ai travaillé longtemps chez mon maître. Et dès qu'il m'a vu vieille, et pour ne pas me nourrir, il m'a jeté dehors et perdu dans la forêt. Cela est-il juste? Dis donc, loup, pour notre affaire, nous allons consulter cette jument. Tu es d'accord? Oui, l'homme. Dis donc, jument, je me promène dans la forêt, je vois ce loup pendu, et dès que je l'ai dépendu, il veut me dévorer. Cela est-il juste? Et voilà, cela est-il juste? Et là, comme quoi, de bien faire, le mal arrive. Dis donc, loup, nous allons consulter ce renard. Dis donc, renard, je me promenais dans la forêt, je vois ce loup pendu, et dès que je lui ai dépendu, il a voulu me dévorer. Cela est-il juste? Ah, il dit le renard, là, pour juger, il nous faudrait voir l'endroit. Et tous trois se dirigent vers le chêne. Dis donc, loup, tu vas te mettre dans la position du pendu avant que tu ne sois dépendu. Le loup monte au chêne, se repend tel qu'il était pendu avant qu'il soit dépendu, et dit, voilà, renard, comme quoi j'étais pendu avant que je ne sois dépendu. Eh bien, dit le renard, puisque c'est comme ça, reste-y. Alors l'homme et le renard, ils s'en vont, chemin faisant dans la forêt. Et à la croisée d'un chemin, l'homme dit au renard, écoute renard, tu étais sympa avec moi, et tu m'as libéré, et pour te récompenser, je t'apporterai demain matin, à la même heure, au même endroit, un sac avec 2 énormes poules grasses pour te régaler. Le lendemain, le renard est là, présent au rendez-vous, et l'homme arrive avec traînant un gros sac qu'il dépose devant le renard. Le renard ouvre le sac. À ce moment-là, 2 énormes chiens égorgent le renard. Comme quoi, de bien faire, le mal arrive. Et sa mère grande la gâtait outrageusement. Elle lui avait confectionné 4 petits chapeaux. Un blanc pour l'hiver, un marron pour l'automne, un vert pour le printemps et un rouge pour l'été. Alice était donc surnommé le petit chaperon multicolore. Ce jour-là, un dimanche,
sa mère grande l'a invitée à déjeuner. Alice coiffe ses boucles d'or de son chaperon vert. Elle prend son panier en osier et y dépose une galette. En ce 1er avril, pas de poisson à l'horizon. Alice passe par le bois joli, où les jacinthes sauvages embaument et chantonnent. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'est pas. Au détour du chemin, apparaît compère le loup. Efflanqué, pelage terne, il a piètre allure, mais surtout, il est affamé. Cette appétissante petite fille lui met l'eau à la bouche, ou plutôt aux babines. Mais il se retient, car l'attente décuple le plaisir. Il engage la conversation. Où vas-tu ainsi, charmante enfant? Je vais chez ma mère grand. Où habite-t-elle? Au lieu-dit de Fontaine Salée. Voilà une occasion inespérée de faire un double repas. Je me propose de t'accompagner, car le bois est rempli de dangers. Que tu es gentil, c'est avec grand plaisir. Tous deux cheminent, accompagnés par le chant du loup. Soudain, un lapin blanc aux yeux roses passe devant eux en courant. Le loup aperçoit une vipère glissant sournoisement. Il la tue avant qu'elle ne morde Alice. Surgit alors un renard. Lui aussi il semble affamé. Le loup le chasse. Que tu es courageux, dit le petit chaperon. Protéger une si mignonne fillette est la moindre des choses. Enfin, Alice et le loup arrivent à l'orée d'une carrière où se dresse la maison de la mère. Le petit chaperon fait tinter la clochette de l'entrée. La porte s'ouvre sur une femme replète et souriante. Alice l'embrasse. Regarde, ce gentil et courageux loup m'a accompagné. Mère Grande fait fi des a priori. Pourquoi n'existerait-il pas en effet un loup gentil et courageux? Entrez donc. Le loup lui offre le bouquet qu'il a cueilli en chemin. Un grand merci. Vous partagerez bien notre repas. Et comment donc? Mère Grand ajoute un couvert, ainsi qu'une serviette à carreaux rouges et blancs, sur la table en bois clair. Assis à côté de la fenêtre, le loup aperçoit une basse-cour avec un coq à la crête arrogante. Et, dans un enclos entouré d'aubépines, une petite chèvre blanche. Le déjeuner débute par des radis tendres comme la rosée. C'est ensuite un lapin à la chair fondante avec des champignons des bois. Puis, une salade de fleurs sauvages
et un fromage de chèvre frais. La pâte feuilletée de la galette fond délicieusement sous leur langue. Le tout arrosé d'un cidre brut, un peu râpeux. Tous trois semblent repus. Sauf compère le loup, qui, jeûnant depuis plus de 8 jours, a encore grand faim. Il se jette sur le petit chaperon et l'avale. Il engloutit la mer grand. Puis, la serviette de table toujours autour du cou, il se rue vers l'enclos et termine par la petite chèvre blanche. La goinfrerie du loup lui a joué un bien vilain tour. Le lendemain matin, des voisins l'ont retrouvé mort, étouffé par une patte de chevrette, dont un sabot dépassé de sa gueule. Juché sur la tête du loup, le coq lançait un cocorico triomphant. C'est un loup qui avait très mal aux dents. Il avait tellement mal qu'il avait, moi je sais plus, il avait très très mal. Mais il avait très très faim. Mais à cause de ça, à cause de son mal de dents, il ne pouvait pas manger. Depuis 3 jours, il n'avait rien mangé. Oui, 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 qui disait toute la journée. Oui, oui, oui. Il embêtait tout le monde avec ce oui, oui. Quelqu'un peut m'aider, j'ai tellement mal aux dents. Personne ne venait l'aider. Il voit le lièvre, va voir ce petit lièvre et lui dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? J'ai vraiment mal aux dents et j'aimerais bien que quelqu'un regarde dans ma gueule. Le lièvre le regarde comme ça, il lui dit, mais ça va pas du tout, monsieur. La semaine dernière, vous n'auriez pas mangé mon frère? Oui, je sais pas, peut-être. Et du coup, il passe à quelqu'un d'autre, un peu vexé et un peu penaud. Il va voir le chien. Il se dit, le chien, ça veut dire qu'il va m'aider. Il va voir le chien. Bonjour monsieur le chien, est-ce que vous pourriez m'aider? J'ai très mal aux dents, j'aurais juste voulu que vous regardiez à l'intérieur de ma gueule pour m'aider. Le chien regarde comme ça, il dit, alors là tu rigoles mon gars. Qui c'est qui mange tous les moutons que je garde toute la journée? C'est pas toi? Oui, non, je ne sais pas. Alors du coup, il est encore penaud, il va voir quelqu'un d'autre, et au loin comme ça, il voit le crocodile. Ah mais le crocodile, il a une grande gueule comme moi, il a autant de dents. Lui, il doit bien avoir un secret pour m'aider à enlever ce mal de dents, hein? Du coup, il va voir le crocodile. Il dit, bonjour monsieur le crocodile, voilà, est-ce que vous pourriez m'aider? J'ai un mal de dents, et comme je vois que vous en avez autant que moi, vous pourriez m'aider, vous avez sûrement un secret. Le crocodile lui fait, ben oui, bien sûr que j'ai un secret. Je vois le petit oiseau que j'ai sur le dos. Dès que je mange et que j'ai fini de manger, lui il vient dans ma gueule et il farfouille dans mes dents. Ah, mais c'est ce qu'il me faudrait, dit le loup. Et je veux bien te le prêter à une seule condition. Tu me le manges pas. Le loup fait, oh non, s'il m'aide, je ne le mangerai pas. Attention, je te jure. C'est promis, je ne le mangerai pas. Il prend le loup. Il prend le petit oiseau, pardon. L'oiseau va dans sa gueule, il farfouille, il fout partout, il m'enlève. Et le loup, au fur et à mesure, se sent nettement mieux. Son mal de dents disparaît. Oh, il est heureux. Le petit oiseau continue ses petites choses dans les dents. Et le loup, sa faim revient d'un seul coup. Mange le petit oiseau. Le crocodile s'énerve. Traître, il lui dit, tu as mangé mon oiseau, tu m'avais promis de ne pas le manger. Oh, oui, je sais, mais la faim est revenue, j'ai pas pu m'en empêcher. Je ne veux plus te voir ici, tu n'es pas mon ami, si tu reviens, je te dévore. Le loup part, et ce n'est pas fini. Le petit oiseau dans le ventre du loup
sort ses petites paires de ciseaux. Et oui, et il coupe le loup, il lui coupe le ventre, il lui coupe les jambes, il lui coupe la tête, il coupe tout. Et il sort de là comme ça, et il est heureux. Et le loup est complètement décharné comme ça par terre. Et l'oiseau retourne sur le dos du crocodile. Et voilà. Un matin, pire que les autres. C'est la grève. Il n'y a plus de métro. Enfin, c'est ce qu'ils racontent à la radio. C'est la petite. Oh, pas bien grosse, hein, c'est juste une petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Léa n'en peut plus. Ras-le-bol de cette vie. Métro, boulot, dodo. Il n'en a plus ni la force, ni le courage, ni l'envie. Et pourtant, il faut y aller. Elle marche dans la ville, dans une foule compacte, dense. Elle cherche. Elle cherche. Elle cherche la station de métro, direct, sans changement, tant que possible. C'est pas mal. Et au bout d'un temps qui lui paraît infini, ça y est, elle est là, la station de métro. Mais il y a un petit problème. Oh, pas bien gros, hein, c'est juste un petit problème. Il n'y a plus de marche. À la place, un trou béant. De chaque côté du trou sont tendus des fils. Et sur ces fils, des gens qui progressent agilement, tels des funambules, joyeux, et bondissent sur le quai pour prendre leur métro. Parce qu'il y a des métros. Il ne faut pas croire tout ce que l'on raconte à la radio. Léa, elle ne sait pas. Elle ne peut pas. Elle va tomber. Pourtant, il faut y aller. Elle en paiera un là-bas. Elle a une bonne tête. Il y a un pas. Et hop, c'est parti. Oh, mais c'est facile. C'est génial. Il suffit juste de ne pas regarder en bas. En bas, c'est la mort. Elle progresse joyeusement sur son fil. Mais il y a un petit problème. Oh, pas bien gros, c'est juste un problème. Elle ne va pas dans la bonne direction. Elle marche dans un tunnel étroit, sombre, long, mais si long. Oh, là-bas, un frémissement. L'araignée! Oh, j'aime pas les araignées!
Bonjour, Madame l'araignée. Je voudrais passer, s'il vous plaît. J'ai un métro à prendre, moi. Un métro? Bon, il n'y a pas de métro ici. Oh bon? Il n'y a pas de métro? Je voudrais passer quand même. Vous n'allez pas me manger? Qui sait? Et sur ces mots, la toute petite araignée qui n'est pas bien grosse se met à tourner très vite autour de Léa, si vite qu'en un instant, elle se retrouve dans un cocon de soie, prisonnière. Je ne peux plus respirer. Je vais mourir. L'araignée se met à chanter. Doucement, une nouvelle réalité s'impose à Léa. Des sons, des sensations, une petite brise fraîche, glaciale, oui. Mais c'est qu'il fait froid ici. C'est tout blanc. C'est la banquise. Ah. Un ours blanc. Eh oui, un ours blanc. C'est Nanook. L'ours blanc. Qui court de toute la vitesse de ses pattes, droit sur Léa. Et à quelques centimètres à peine, il freine dans un geyser de glace. Plus rien ne bouge. Les yeux dans les yeux. Cette fois, c'est sûr, elle va se faire manger. Soudain, Nanook se laisse tomber à ses pieds et s'enroule tendrement autour de ses jambes. Elle sent la chaleur de l'ours monter en elle. Sa chaleur, mais pas uniquement. Sa force, sa puissance. C'est comme si elle était doublée de l'intérieur par un ours blanc, avec, ici ou là, quelques poils qui dépassent. Léa est de nouveau sur son fil, dans son cocon de soie.
Le fil. Quel fil? Mais il est où, le fil? Il n'y a plus de fil. Elle tombe, elle tombe, elle tombe dans un noir abyssal à une vitesse hallucinante. Et des douleurs dans son dos. Quelque chose palpite sous la peau de son dos. Quelque chose qui veut sortir. Le cocon se désagrège. La peau se déchire. Et deux magnifiques ailes se déploient, riches de la couleur de la rosée du matin. Elles s'envolent dans un paysage de verdure, de fleurs, de ciel bleu, fait la course avec les autres papillons. Quand elle a fait son plein de liberté, de vitesse, de joie, d'amour, tout doucement, elle se pose sur le quai du métro, range soigneusement ses ailes et bondit dans la rame de métro qui arrive. L'araignée jubile. Oh! Oh! Mais c'est mon sac! Ah, petit coquin, je vous avais bien dit de rester à la maison. Maintenant que vous êtes là, vous allez aider le public à trouver le titre de la prochaine histoire. Alors, c'est pas difficile. Il suffit de dire ce que je vous présente. Un agneau. C'est un agneau. Regardons bien. Et voilà le deuxième personnage. Alors, je vais vous présenter l'agneau et le loup. Mais je ne peux pas le faire avec vous dans les bras. Ah, tu as emmené un copain? Et toi, tu as amené ton frère? Ben, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Mais ça fait quand même 4 animaux. Je ne peux pas raconter. Ah, il faut que je demande si à la Serma, il y a une crèche pour animaux. Non, il n'y a pas de crèche pour animaux. Ah, ben, je vais demander alors à des assistants bénévoles. Est-ce qu'ils veulent bien garder les animaux? Bon, bah alors... Ah, ben oui, mais c'est qu'il y a l'agneau. Qui veut garder l'agneau? Et puis, le frère de l'agneau. Le frère de l'agneau. Allez, voilà. Et puis alors, le copain du loup. Le copain du loup. Qu'est-ce que c'est? Un phoque. Un phoque, c'est le copain du loup. Et puis alors, le loup. Le loup avec ses grandes dents. Quoi? Oh ben vous les partagerez, hein? Mais alors, vous les partagerez pendant le spectacle. Mais alors surtout, vous faites bien attention, hein, qu'ils ne dérangent pas l'histoire. Hein? Le loup fait sa sieste, tout tranquillement.
Il est paisible, il est heureux. On voit un léger sourire sur son visage. L'agneau arrive, à pas de loup. Et hop, il lui saute sur le ventre en criant « Je veux un bonnet, tricote-moi un bonnet, tout de suite !» Un bonnet bicolore avec un pompon. Le loup émerge, va vite se procurer 2 pelotes de laine, une blanche et une grise, une paire d'aiguilles numéro 4, et puis un modèle de bonnet dans le catalogue enfant de Bergère de France. Et il se met au travail. C'est la première fois que le loup tricote. Et je m'adresse aux personnes qui savent tricoter dans l'assemblée. Vous savez qu'il faut des années d'apprentissage avant de tricoter correctement. Ça n'est jamais du premier coup. Alors là, le loup s'applique. Il essaye de monter les mailles. Le pompon, ça, c'était réglé, c'est facile. Mais les mailles, ça posait problème. Mais alors, il s'énerve tellement, comme les débutants, qu'il tire trop sur le fil et les mailles ne glissent pas. Alors il relâche la tension et alors là, les mailles s'échappent. Et puis, vous pensez, monter les mailles, bon, avec plus ou moins des échelles, tricoter, point mousse, point jersey, des côtes pour faire élastique, et les diminutions. Le pauvre loup ne s'en sort pas. Il fait quelque chose de pitoyable, mais qui ne ressemble pas à un bonnet. L'agneau est mort de rire. Il se tient les côtes. Il n'en peut plus. Le loup s'excuse. Oh, fais-moi un gâteau au chocolat, dit l'agneau. Alors, le loup va chercher la farine, la levure, les œufs, le sucre, le beurre et le chocolat, bien sûr. Il mélange tout, bien comme dans la recette. Il ajoute soigneusement. Et puis, il met au four. Mais là, le four était-il trop chaud? Le gâteau qui ressort est aussi plat qu'une galette. L'agneau trépigne de joie. Il n'en peut plus. Il se roule par terre. Le loup s'excuse humblement. Oh, lis-moi les fables de La Fontaine. Tu sais, le loup et l'agneau. Alors le loup va dans la bibliothèque, prend le livre relié, cherche la bonne page, trouve la bonne page et se met à lire. Le loup a une belle voix grave. Il lit merveilleusement bien. Mais l'agneau n'en peut plus. Il saute comme un cabri, il s'étouffe et il crie « Encore, encore !» Interloqué, le loup qui allait refermer le livre le rouvre à la bonne page et recommence à lire. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim
en ces lieux attirés. Qui te rend si hardi? À ce moment, le loup bondit sur l'agneau et le dévore de bisous. Le maître d'un domaine, cruel, violent, injuste. Un vieux berger qui travaille pour lui. Le vieux berger rentre en retard. Il a perdu une brebis. Le maître le frappe. Mauvais berger, retourne chercher cette bête. Le berger repart dans la nuit, dans les bois. Il cherche. Au lever du jour, il entend des craquements d'os. Le loup. Berger, ne me tue pas. Si tu me laisses la vie, je te donnerai le pouvoir de rendre justice. Pour cela, voici mon secret. Prends 3 poils de mon corps. Dispose-les sur ton corps. Dis ces paroles. Loup, mes aïeux, venez à mon aide. Que je devienne loup avec la force d'un loup. Berger, n'oublie pas. Seul le feu pourra mettre fin au sortilège. Le loup disparaît dans les bois. Le berger se demande s'il a rêvé. Il a les poils du loup. Il rentre, il ramasse les restes de la brebis. Il rentre au domaine. Le maître l'attend furieux. Maudit berger, tu n'as même pas su protéger cette bête. Il frappe le vieux berger à mort. Il le laisse par terre. Des hommes viennent ramasser le vieux berger. Il l'allonge sur un lit. Le berger fait appeler sa fille. Ma fille, je veux que tu me promettes de me venger. De venger ma mort et de nous venger tous de ce maître injuste. Pour cela, voici le secret du loup. Prends ces 3 poils de loup, dispose-les sur ton corps, dis ces paroles. Nous, mes aïeux, venez à mon aide, que je devienne loup avec la force d'un loup. Ma fille, n'oublie pas, seul le feu pourra mettre fin au sortilège. La jeune femme promet à son père de le venger. Le berger meurt. Elle l'enterre. Le soir même, dans sa chaumière, la jeune femme prend les 3 poils du loup. Elle les dispose sur son corps. Elle dit les paroles magiques. Sa mâchoire s'allonge. Ses dents poussent. Elle pousse un cri. Elle entend le hurlement d'un loup. Ses mains se rétractent, deviennent des griffes. Elle a soif. Soif de sang. Elle bondit dehors, court, entre dans une étable, égorge une brebis. Repue, elle rentre à sa chaumière,
s'allonge devant la cheminée, s'endort, retrouve son corps de femme. Les nuits suivantes, même scénario. La louve entre dans les étables, attaque le bétail du maître, et seulement celui du maître, pas celui des petites gens, qui se disent qu'il y a quand même une justice. Le maître ne supporte pas les carnages de la louve. Il demande de l'aide. Il fait appel à son fils, un homme tout le contraire de son père, juste, serein, doux. Le jeune homme arrive au domaine, il prépare un plan avec tous les hommes du domaine, il met des guetteurs partout. Le lendemain, à l'aube, la louve, affamée, aperçoit dans la neige une jument. Elle bondit sur l'animal. Aussitôt, elle est encerclée par des hommes armés. Elle réussit à s'échapper, mais au dernier moment, le jeune homme la blesse à la patte arrière. Le jeune homme suit les traces de sang sur le chemin. Il arrive au bord d'un ruisseau. Il traverse une grande haie qui cache une petite chaumière. Il entre. Il voit devant la cheminée la plus belle des jeunes femmes, endormie, nue, comme à son premier jour. Il la contemple dans son sommeil. Elle a du sang qui coule sur sa cheville. Il est subjugué par sa beauté. Quand elle ouvre les yeux, elle le voit qui la regarde avec ses yeux brûlants. Et ils s'aiment longuement. Pendant des jours et des nuits, ils oublient le monde extérieur. Rien ne compte que leur amour. Jusqu'au soir où elle a honte. Elle se rappelle de sa promesse, elle l'avait oubliée. Elle laisse le jeune homme endormi dans son lit. Elle prend les poils du lit. Elle sort dans la nuit glaciale. Il se réveille, il sent que le lit est vide, mais fatigué, il se rendort. Le lendemain matin, il retrouve sa belle à ses côtés. Dans la journée, il apprend que l'année dernière, la louve a encore attaqué. Ils s'aiment longuement, mais elle souffre en même temps quand elle se dit que le jeune homme qui est assis à ses côtés, c'est celui qui la traque, c'est le chef des hommes qui la traque. Lui s'est réveillé plusieurs fois dans un lit vide. Il sent qu'il se passe quelque chose d'étrange avec cette femme. Il se renseigne sur elle. Il apprend qu'elle est la fille du vieux berger qui a été battu à mort par son père. De nouveau, il s'est réveillé dans un lit vide. Peu à peu, il prend conscience que les carnages de la louve ont lieu en même temps que les absences de sa belle. Il se sent pris dans un sortilège. Il décide de rompre. Il ne va plus voir la jeune femme. Le temps passe. Un soir, la louve entre dans le parc aux brebis. Elle se retrouve nez à nez avec le jeune homme. Immobile, elle le regarde de son regard brûlant. Lui est pétrifié.
Il la regarde, mais il la trouve changée, grossie. Soudain, des hommes armés entrent dans l'étable. La louve s'échappe. Il la blesse, légèrement. Il suit les traces de sang dans la neige. Il arrive jusqu'à la chaumière, traverse le ruisseau, la grande haie, et là il voit la jeune femme, endormie, avec un ventre tout rond. Il s'aime à nouveau intensément. Un jour, le jeune homme, alors il a demandé que les hommes du domaine ne soient plus armés. Il a pris cette décision. Un soir, il est endormi. Il se réveille et là, le lit est vide, il est inquiet. Il se précipite jusqu'à l'étable. Au moment où il arrive, son père, le maître du domaine, est en train de braquer un pieu en direction de la louve. « Non, ne la tue pas !» Le jeune homme saisit le pieu, il le dévie, il porte le coup sur son père. Il le blesse. Il rentre avec la louve à la chaumière. Et là, elle lui dit, « Vite, jette, prends 3 poils de mon corps, jette-les dans le feu. Dépêche-toi. » Il fait, et à ce moment-là, la louve retrouve son corps de femme, et entre ses jambes, un nouveau-né, avec le sourire du vieux berger. Les deux amants se demandent s'ils sont en train de rêver. Mais non, et depuis ce temps, au domaine, la vie est sereine, apaisée. Le maître du domaine, affaibli, a cédé son pouvoir à son fils, qui l'exerce avec discernement, dans la paix et dans la justice. C'est un esquimau. Un esquimau qui est orphelin. Non seulement il est orphelin, mais il est très, très, très laid. Et très petit aussi. Avec le temps, on découvre qu'en plus, il est vraiment très, très, très maladroit. En grandissant, il essaie de jouer avec ses amis. Il aime faire une boule de neige. Viser sur ses amis avec la boule de neige. Lancer, quoi que ce soit. Donc il regarde ses amis jouer, les mains dans les poches. Ben, ses amis se foutent de lui. Et regardez l'orphelin, t'as pas de main, l'orphelin. D'insultes en esquimau que je ne sais pas traduire. Lui, il répond pas, il sourit. Puis il va marcher tout seul. Il pense que
Il deviendra quelqu'un quand même, j'en suis sûr. On ne va pas se laisser faire comme ça. Un jour, il décide d'accompagner les chasseurs. Il y va. Un jour passe, 2 jours passent, les chasseurs lui disent « Rentre au village, ça suffit. Tu sais rien, tu nous fais perdre notre temps. Tu sais rien faire. J'avoue, on n'y pense même pas. Enfin, le harpon, on ne peut pas te donner un harpon. Je vais te laisser tout seul. Allez, rentre au village et laisse-nous chasser. » Alors il discute pas, il rentre au village. Sur le chemin, il trouve un os de phoque par terre et ça lui rappelle quelque chose. Ah oui, quand il était plus petit, il avait vu un chaman faire quelque chose avec un os de phoque. Il l'avait lancé en l'air, regardé tomber, et lu l'avenir, communiquer avec les esprits avec ça. Alors il se dit, je vais faire pareil. Il prend l'os de phoque, le lance, retombe. L'os de phoque est tombé avec le côté plat vers le haut. Il n'en sait rien, mais il décide, il pense, il est sûr que ça veut dire qu'à partir de maintenant, tout ira bien pour lui. Avec cette nouvelle certitude, il retourne voir les chasseurs qui l'entourent en chasse. Ils sont étonnés de le voir arriver. Ils disent, mais déjà au village, tu sais à peine retrouver ton igloo. Comment tu nous as retrouvés? Lui, il ne dit rien, il prend un harpon et puis il part seul sur la banquise. Les chasseurs restent autour du feu, ils n'avaient rien attrapé jusqu'à maintenant, ils sont de mauvaise humeur. Quelques heures plus tard, il revient avec 2 phoques, un sur chaque épaule. Les chasseurs se regardent. Ils ont dû les trouver sur la banquise. Ils disent rien. Et puis aux prochaines sorties de chasse, chaque fois, il revient avec du gibier. Et en fait, il devient le meilleur, vraiment le meilleur chasseur du village. Les autres lui demandent, mais comment tu fais? On t'a connu, c'est pas possible, comment tu fais? Il ne répond pas, il ne dit rien. Il attrape son os de phoque qu'il a autour du cou. Et il leur sourit. C'est le printemps. Le grand-père et son petit-fils vont vers la plage. Ils descendent prudemment les rochers.
et cherche des moules. Le petit garçon lève la tête et il voit, contre un rocher, un phoque, couleur ardoisée. Il se remet à chercher des moules, en gardant toutefois un œil sur le phoque. Il relève la tête et il voit une tache rouge se dessiner sur le ventre du phoque. Une tache rouge, écarlate. Grand-père, grand-père, il est blessé. Écoute, mon petit, s'il est blessé, il ne faut surtout pas le déranger. Et il continue à chercher des mots. Le petit garçon lève la tête et il regarde le phoque. La petite tache rouge est devenue une tache blanche. Blanche, blanche, comme la neige. Un petit phoque venait de naître. Grand-père, grand-père, il faudrait pêcher du poisson pour le nourrir. Le printemps avance, les journées rallongent, le petit phoque a grandi, il est devenu couleur des rochers. Maintenant, il nage avec sa mère sur la rive, mais tous deux savent que là-haut, le grand-père et son petit-fils les regardent. C'est l'été. Le petit phoque est allongé sur un rocher et il aime se faire chauffer au soleil. Sa mère le pousse, l'envoie dans l'eau glaciale. Au début, il est un peu agité et il arrive de mieux en mieux à nager. Elle lui apprend à faire des courbes, des spirales dans l'eau. Il l'imite. Elle plonge et remonte en vrille. Le petit phoque fait la même chose. Au moment où son petit museau sort de l'eau, le garçon applaudit. Le petit phoque tourne la tête et regarde le garçon. L'automne est là. L'enfant n'a plus revu le phoque. Un soir, il descend au port chercher son grand-père qui rentre de la pêche. La vieille camionnette est là, portière ouverte, et la radio de bord diffuse une sonate de Beethoven. Mais où est grand-père? Ah, grand-père est là, au bord du quai. Mais que regarde-t-il dans l'eau? L'enfant s'approche et voit que son grand-père regarde une tête moustachue qui sort de l'eau. Et les yeux dans les yeux, grand-père et le phoque ont l'air de se parler. Quelle quiétude, quelle douceur dans cette soirée automnale. L'enfant ne se doute pas que plus tard, quand il sera grand, et dans les moments de découragement, quand il pensera à grand-père, c'est cette image qui viendra tout de suite à sa mémoire. Le temps passe, l'hiver est là, et l'enfant affronte les vents violents pour aller à l'école. Et pendant ce temps, le jeune phoque apprend les leçons de la mer. Il longe la côte, il va de plus en plus loin,
de plus en plus seul. Et il aime plonger comme sa mère lui a appris, faire une boucle dans le fond de la mer et remonter en levant la tête. Et il voit se profiler sur le ciel des bancs de poissons scintillants. C'est comme cela que le jeune phoque a appris à pêcher. Mais il sait faire autre chose maintenant. Il sait dormir en flottant dans l'eau, avec juste le nez qui dépasse. Ce qu'il préfère, c'est la compagnie des autres phoques, allongé sur les rochers et sentir sur sa peau la chaleur du soleil et la douceur du vent. Le printemps est de retour. Le sol est tapissé de fleurs multicolores. Le phoque est au rendez-vous. Le grand-père et l'enfant aussi. Le phoque se souvient très bien de la sonate de Beethoven. Le phoque est là, mais pas le jeune phoque. Dis donc, grand-père, pourquoi le bébé phoque n'est-il pas avec sa maman? Ah, mon petit, l'hiver a été rude, ma mère a été mauvaise, les tempêtes se sont succédées, meurtrières. Peut-être n'a-t-il pas survécu. L'été revient. Le garçon va à l'école de surf. Un après-midi, il est en train de se reposer sur sa planche. Il le reconnaît, c'est le jeune phoque qui est revenu. Ensemble, ils se laissent porter par la houle, ils chevauchent les vagues, s'amusent toute la journée. Le lendemain, à la même heure, l'enfant est sur son surf, le jeune phoque revient jouer avec lui. Mais la mer est agitée. L'enfant, à un moment, perd l'équilibre. Il tombe, sa tête heurte un rocher. Il coule à pic, aspiré par les profondeurs. Soudain, il sent une pression d'eau, une force qui l'aide à remonter jusqu'à la surface, à agripper sa planche. Le jeune phoque l'a aidé à remonter, lui a sauvé la vie. L'enfant se laisse porter jusqu'au rivage où ses amis l'attendent, inquiets. Le lendemain, il remonte sur sa planche et tous les jours de cet été caniculaire, le phoque et l'enfant font ensemble du surf. Sans transition, l'hiver arrive. C'est le pire des hivers au dire des habitants. Les vents font assaut de violence. Les tempêtes succèdent aux tempêtes, toujours de plus en plus fortes. Elles fracassent les rochers et la plage est jonchée de débris et d'écume. Aucun être humain, aucun animal n'ose aller sur la plage. Et revoilà le printemps. Le petit garçon est là. Mais sans son grand-père. Le grand-père n'est plus là. Il est avec ses copains. Et il regarde l'horizon, l'endroit où la mer rejoint le ciel. Il scrute les vagues. Il scrute les rochers à la recherche du phoque.
merveille. L'enfant se promène, s'installe comme le faisait son grand-père sur l'embarcadère et il commence à pêcher. Là, il voit apparaître deux têtes de phoque toutes luisantes. La grosse tête du jeune phoque qui est devenu grand et une toute petite tête. L'enfant sourit. Il se dit que l'été prochain et tous les étés qui suivront, ils iront faire du surf ensemble avec les phoques. Et il se dit aussi que un jour, quand il sera devenu grand-père, il se promènera avec ses petits-enfants sur la falaise. Ils regarderont ensemble les phoques.